les décisions peuvent nuire au dialogue. Alors voilà, il faut savoir écouter son patient, respecter son patient et c'est primordial. La loi Lonetti nous le rappelle. On a la parole avant, ils sont un peu pressés donc avant d'aller dans l'hémicycle. Depuis, ces soins palliatifs sont en panne et plutôt que de mettre en tribune avec 17 professeurs de médecine d'un côté qui expriment précisément leur inquiétude face aux interprétations euthanasiques. L'hydratation, on n'entreprend pas d'hydratation, 4 jours après, la personne est morte et on ne dira pas qu'elle a été euthanasiée. Il n'y aura pas d'obligation de conscience pour les patients. Être ensemble sur cette question est essentiel. De même qu'il est important sur les questions de fin de vie, de se pencher sur les personnes concernées et d'être en relation avec elles. Plutôt que de penser résoudre la question par un, j'ouvre les guillemets, droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès, fermez les guillemets. C'est exceptionnel. En ultime recours, car cette sédation annule toute liberté et interdit toute relation des patients avec les siens, le personnel médical. Alors c'est bien la relation qui met un médicament à l'angoisse de la mort. En paralysant le patient, en me paralysant, on lui enlève toute chance de s'exprimer et d'être aidé. La loi Leonetti de 2005 avait l'intelligence de maintenir un équilibre subtil entre les soins et le lâcher prise. Par contre, en pensant tout résoudre par un médicament qui, et j'ouvre les guillemets, garantirait la mort sous anesthésie, fermez les guillemets, ce nouveau projet de loi décourage la recherche des solutions créatives les plus appropriées au malade et à sa situation. Beaucoup de personnes revendiquent la liberté de choisir la mort et argumentent que leur choix est personnel. Elles n'envisagent même pas les conséquences. Du collectif Soulager mes Patucs, nous connaissons bien. Et merci de cette mobilisation. Philippe Bolzoni-Borgo a dit l'essentiel dans son intervention. Je voudrais rajouter quelques éléments rapides. Premièrement, il est clair que cette loi n'est pas nécessaire, qu'elle n'est pas utile, qu'elle est probablement dangereuse en raison de ces incertitudes, des dérives qu'elle autorise, même si personne ne peut aujourd'hui dire que l'intention est d'organiser ces dérives en réalité, mais le flou de la formulation est tel que nous avons là un risque objectif d'une avancée, comme dit le Premier ministre lui-même et le ministre de la Santé, vers quelque chose qui leur conviendrait davantage. Évidemment, ça ne nous convient pas. Deuxièmement, j'ai été attentif à deux choses dans les débats de 2005. La première, c'était que, malgré ces imperfections, il y en a, c'était considéré par ceux qui l'ont voté à l'époque comme un point d'aboutissement et certainement pas comme un point de départ. Et en réalité, même s'il est illusoire de vouloir traiter par la loi, de vouloir écrire dans le détail l'ensemble des situations auxquelles sont confrontés les patients en fin de vie et leurs soignants, il y avait dans cette loi quelque chose qui permettait finalement de régler avec l'humanité nécessaire, la souplesse nécessaire, et puis le fait de faire face à des situations malgré tout dramatiques, qu'on ne sait pas très bien traiter, tout cela était possible sans que pour autant des dangers supplémentaires soient ouverts. La proposition de loi que nous débattrons cet après-midi va au-delà de cela, parce qu'elle rend obligatoire le fait de suivre les directives anticipées du patient, qu'elle évacue le collège des médecins de la décision, parce qu'elle inscrit de manière très claire que la nutrition et l'hydratation artificielle sont des traitements, ce qui veut dire qu'on peut les arrêter du jour au lendemain sans plus de raison que cela, parce qu'elle ne fait pas très clairement référence à la phase ultime de la vie du patient et qu'elle laisse un flou très important sur la période dans laquelle on peut pratiquer la sédation de manière irréversible, parce qu'elle ne dit pas que la sédation est irréversible. Tout cela fait que très clairement, nous partageons ici avec mes collègues Xavier Breton, Philippe Gosselin et Hervé Mariton ce sentiment qu'il y a là des choses qui doivent être au minimum éclaircies et au maximum combattues. J'entre dans l'hémicycle cet après-midi avec la conviction que ce texte, s'il devait rester avec cette formulation, ne conviendra pas. À titre personnel, s'il devait rester en l'état, je ne le voterai pas, ou même je voterai contre, pour être tout à fait clair, parce que je ne peux pas accepter cette idée que la France inscrive l'air de rien avec des argumentaires qui ne sont pas très solides. On verra, on l'a vu encore en réunion de groupe ce matin à l'Assemblée nationale avec mes collègues de l'UMP. Tout cela n'est pas satisfaisant et plutôt que de rentrer davantage dans cette exigence
de la propagation de la culture palliative, qui est la seule façon d'accompagner humainement et jusqu'au bout, jusqu'au dernier instant, ceux et celles qui sont en fin de vie aujourd'hui, eh bien on choisit une forme de solution de facilité qui est plus rapide, qui est moins chère, qui est plus floue, et qui fait courir le risque en plus de tout ce que je viens d'évoquer, d'une perte, d'une dégradation de la culture palliative en France, alors que depuis 40 ans maintenant, on apprend petit à petit à réhumaniser la médecine, à remettre le patient au centre des soins, même si c'est difficile et que c'est long. Si c'est cela qu'on doit perdre en plus des risques que comporte ce texte, eh bien, je dis qu'il faut se mobiliser de manière très énergique contre ces dispositions. Ce sera l'attitude qui sera la mienne pendant ces jours de débat et au moment du vote la semaine prochaine. Merci de votre mobilisation et de votre soutien. Merci à tous. Merci à Jean-Claude Poisson, à Hervé et Mariton. Nous avons tous écouté le message de notre ami Bozzo Di Borgio. Il était très fort, ce message. Et j'ai retenu en particulier un point très puissant qu'il a expliqué. C'est que le texte que nous avons devant nous risque aussi de nous priver de la recherche et de la réflexion nécessairement nouvelle constamment de réponse à ce qu'est la fin de la vie. Et qu'au fond, à la fois la déclaration d'intention de la personne, les directives anticipées et la sédation, c'est une manière d'éteindre des personnes, un débat qui est difficile par définition et sur lequel il doit toujours y avoir une interrogation sur la bonne manière de répondre. Et la bonne manière de répondre est nécessairement individuelle. Il y a dans ce texte, à certains égards, probablement, et c'est ce que l'on nous dit aussi, la demande d'un certain nombre de praticiens, de médecins qui veulent que la loi réponde, encadre et couvre. La loi ne peut pas répondre, encadrer et couvrir toutes les situations. Elle ne peut pas le faire dans la durée, elle ne peut pas le faire en répondant à toutes les circonstances qui nécessairement finissent toujours par se résoudre dans le dialogue entre le malade, sa famille et le médecin, les médecins. Et imaginez que la loi puisse être la couverture de toutes les situations. C'est tout simplement pas possible et ça n'est pas heureux. Il faut que chacun comprenne cela. C'est aussi une part de finitude, y compris dans le rôle et la responsabilité du médecin. Alors avec d'autres, ce texte, je ne le voterai pas, je voterai contre aussi, parce que je considère qu'il n'est pas utile, qu'il est au mieux ambigu et au pire dangereux. Le danger du texte, un assez grand nombre de collègues le constatent, le reconnaissent, y compris dans les directives anticipées, de manière un peu surprenante. D'ailleurs, des collègues qui critiquent cette part sur les directives anticipées s'apprêteraient à être plus conciliants sur l'ensemble du texte. J'ai un peu de mal à comprendre. Je vois aussi dans ce texte un grand danger sur ce qu'est la culture et la pratique des soins palliatifs. On nous dit que les soins palliatifs ne sont pas suffisamment pratiqués en France, c'est vrai. On nous dit parfois parce que la loi Leonetti n'est pas connue. Je ne le crois pas, on en parle depuis si longtemps. Mais sans doute, la pratique n'est pas là, les moyens ne sont pas là. Alors là, il y a un vrai sujet. Mais à prétendre répondre à ce qu'est l'insuffisance des soins palliatifs aujourd'hui par un texte qui ne répond pas aux soins palliatifs, mais qui répond d'une autre manière, en réalité, on s'éloigne de la solution. Non seulement ce texte n'est pas utile et dangereux, mais en plus il nous éloigne de la solution si le sujet c'est de renforcer les moyens, la pratique, la volonté, l'action, l'organisation dans le domaine des soins palliatifs. Et puis, il y a des ambiguïtés sur les mots. On l'a encore entendu ce matin, en effet. Xavier Breton l'a très bien souligné. Le mot qui est celui d'une association qui cherche à faire pression, qui a été aussi celui du président de la République sur le droit à mourir dans la dignité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire une expression consacrée par ceux qui ont organisé un lobby sur cette intention. Et la dignité, nous y accordons toujours. Simplement, l'expression a pris un sens dans la société française. Le droit à mourir dans la dignité, qu'on le veuille ou non, c'est l'intitulé du lobby de l'euthanasie. Et d'aucune manière, nous ne voulons ici nous en approcher. Et c'est pour cela que, comme les ambiguïtés ne sont pas et ne seront pas levées, comme ce texte recèle un certain nombre de dangers,
eh bien je crois qu'il est important que chacune et chacun d'entre nous qui souhaitons nous y opposer, nous le disions et le démontrions. Merci à Hervé Mariton et nous entendons Philippe Gosselin. Quelques mots à mon tour, mais l'essentiel a été dit, mais je crois qu'il va falloir le marteler aujourd'hui, demain, dans les heures qui viennent, et sans cesse redire des choses. Il y a 10 ans, à la quasi-unanimité, la loi dite Leonetti était votée. C'était sans doute un acte nécessaire qui permettait de répondre à un certain nombre de questions. Comme ça a été souligné par Jean-Frédéric Poisson, on pensait, et c'était présenté ainsi, on pensait que c'était un texte d'aboutissement, un texte d'apaisement, un texte d'équilibre. Et en fait, une fois de plus, on se rend compte qu'au final, même 10 ans après, ce n'était qu'une première étape. Alors quand aujourd'hui, on nous dit que le texte est à modifier à nouveau, qu'il s'agira d'une étape, le terme fait peur, car une étape veut dire qu'il y a d'autres voies et surtout d'autres chemins encore à explorer. C'est une vraie difficulté et je crains, je le dis sincèrement et comme d'autres et comme mes collègues ici, je crains que l'on s'achemine vers un droit à. Et comme pour l'IVG il y a quelques semaines, à un droit qui deviendra vite fondamental, incontournable et que certains voudront définitivement graver dans le marbre. Je crois que nous sommes dans l'exemple typique du légicentrisme à la française où la loi est censée répondre à toutes les situations. Je rappelle que la loi, mais ça ce sont des restes d'étudiants en première année de fac de droit et des souvenirs lointains forcément, mais qui en rappelleront à d'autres, la loi c'est une expression générale et impersonnelle. Comment pourrait-on qualifier ainsi la loi d'impersonnelle ici lorsque chaque vie est évidemment singulière? Comment la loi pourrait-elle répondre à toutes les demandes de la société lorsque chacun doit être pris individuellement? Donc, au lieu de tricoter, détricoter, de céder peut-être aussi à certaines pressions, à certains lobbies, je crois que l'essentiel devrait être dans nos moyens, dans nos actions, dans nos forces à réunir, à rassembler, l'essentiel devrait être de développer les soins palliatifs. Effectivement, à cette promesse des actes, ce sont ces petits panneaux que vous tenez en main, et le fait est que chez nous, en France, les soins palliatifs sont relativement indigents. On a de grandes disparités régionales sur l'ensemble du territoire. Il faut mieux être dans certaines régions que dans d'autres. De grandes disparités entre établissements, des EHPAD, des établissements pour personnes âgées dépendantes qui n'ont pas de services spécialisés, parfois même pas d'infirmières la nuit présente, et une culture palliative au sens large dans notre société qui reste très insuffisante. Alors avant, le cas échéant, de modifier la loi Leonetti, je crois qu'il faudrait s'engager, à l'instar d'un grand plan cancer que l'on a su mettre en place il y a quelques années, s'engager dans un grand plan pour les soins palliatifs dans la durée. Et là où les soins palliatifs sont développés, on sait très bien que d'autres demandes vont en s'atténuant. Donc répondons d'abord à cette demande avant d'aborder d'autres textes. Ceci étant, les textes sont là, et cet après-midi, nous devrons bien évidemment, non pas voter en touche, mais essayer, avec un certain nombre d'amendements, de préciser les choses. Peut-être tel ou tel mot va-t-il trop loin, peut-être les explications données, les propositions que nous ferons permettront-elles d'améliorer ce texte? Nous verrons. Je suis en ouverture d'esprit sur un certain nombre d'éléments. Je veux bien comprendre que certaines choses bougent à la marge, mais il n'est pas question de transiger sur la sédation, il n'est pas question de transiger sur ces directives afin de les rendre obligatoires, de mettre une pression insoutenable sur les tiers de confiance et d'enlever à l'équipe des soignants, d'enlever à l'équipe médicale sa part de responsabilité. Donc nous devons être la main tremblante sur ce texte
et tenter, je ne suis pas sûr que nous réussissions, et si nous ne réussissons pas, nous voterons contre, et je voterai contre, bien évidemment, tenter d'obtenir un mode d'emploi de ce que pourraient être les soins palliatifs dans notre pays. C'est peut-être encore bien illusoire, mais à 13h, avant de rentrer en séance cet après-midi, je suis encore frais et sans doute naïf. Mais écoutez, de temps en temps, un peu de naïveté peut nous aider aussi à traverser les épreuves. Dans le travail de l'hémicycle. Merci, oui, quelques mots pour dire que vous pouvez compter sur notre mobilisation. Tout d'abord, nous avons déposé des amendements qui ne sont pas des amendements d'obstruction, d'opposition systématique, qui sont des amendements qui visent à éclaircir les points d'ombre de ce texte. Il y a des ambiguïtés. Et nous voulons les lever parce qu'effectivement, trop souvent, il y a eu des compromis qui se sont faits, mais qui cachaient des petits pas. Eh bien, très clairement, nous disons non à cette politique de petits pas qui fait que progressivement, on en vient à basculer. On l'a vu sur d'autres sujets de société. Et bien là, nous disons très clairement, nous voulons aller au fond des choses. Il y a des critères qui montrent, des indices qui montrent que nous pouvons être inquiets. Une interview du rapporteur Alain Claes, l'un des deux rapporteurs, avec Jean-Léon Mitty, Alain Claes disait au mois de novembre, pour la première fois, nous allons inscrire une aide active à mourir dans un texte de loi. Il y a quelques heures, un ministre de la Santé disait ce texte constitue une avancée, une étape. Une avancée vers quoi? Une étape en attendant quoi? C'est tout cela que nous voulons voir. Nous rappelons, Hervé le soulignait, les propos du Premier ministre le 21 janvier qui clôt son intervention sur le débat préliminaire à l'Assemblée nationale par ces mots: le droit de mourir dans la dignité. Eh bien, c'était un clin d'œil indécent à un lobby militant. Nous savons que le Premier ministre avait été un des premiers co-signataires d'une proposition de loi qui visait à aller vers l'assistance médicalisée à mourir sous le mandat précédent. Donc il faut qu'effectivement, ils nous disent très clairement leurs intentions, qu'il n'y ait pas une culture de l'unanimité où on cache les choses, mais qu'on se dise très clairement, effectivement, ce qu'on veut défendre. En tout cas, vous pouvez compter sur notre mobilisation, et puis de vous voir mobiliser, ça nous fait chaud au cœur. Merci. Bonjour, je suis paralysée effectivement depuis 8 ans maintenant à la suite d'un accident. Et en 8 ans, j'ai eu le temps de connaître pas mal d'hôpitaux et de rencontrer beaucoup de soignants, souriants, aimables, la plupart du temps. Et ils ont leur métier, et beaucoup de personnes comme moi. Et parfois, j'ai aussi rencontré des médecins qui voulaient m'imposer des traitements pour mon bien, ce qu'on disait, mais c'était pas forcément ce que je souhaitais. Et parfois, je ne me suis pas sentie écoutée, sans faire malaise. Et heureusement, j'en ai rencontré d'autres qui ont pu contredire ce qu'on me proposait. Et voilà. Là, on se sent parfois tout petit quand on est en face de ceux qui détiennent un savoir. Et ça m'amène à penser que dans la maladie, on ne doit pas rester seul, parce que la solitude, c'est le pire des fléaux. Et là où je me suis sentie mieux, c'est quand j'étais entourée de ma famille, de mes amis. Alors pour remonter le moral, c'est indispensable. Parce que la solitude peut amener des pensées négatives. Et ces pensées négatives peuvent aller jusqu'à nous faire souhaiter la mort. On y pense, oui. Si des nouvelles directives étaient votées, elles obligeraient le médecin à me tuer, voilà, par sédation ou en arrêtant de m'alimenter. Moi, je trouve ça juste horrible. Et ce n'est pas ce que je veux, en fin de compte. Il y a des moments où je peux avoir des baisses de morale, mais en fait, ma demande, c'est plutôt un appel à l'aide, et pas un appel à me tuer. La médecine en quelque sorte, que leur situation soit abrégée. On avait un vrai temps d'écoute et moi j'ai eu des modèles incroyables. Qui veut des tracts?
président du groupe Laurent? et les gens qui défendent la liberté, qui veulent une loi qui respecte tout le monde, sont en colère. Donc je pense que dans termes de consensus, ils ont fait très fort. Bravo à M. Leonetti, continuons comme ça, et puis on va continuer à Malmont. Vous appelez les députés à voter l'amendement de Jean-Michel? Bien sûr, moi j'appelle à voter les amendements, et notamment, j'ai mis Véronique Massonneau qui est ici derrière, Jean-Noël Carpentier qui sont juste à côté. Bien sûr qu'on appelle à voter leurs amendements, et nous on dit que si cet amendement ne passe pas, il ne faut pas encore voter une loi de consensus, c'est pas possible. Cette loi n'apporte rien, il faut voter contre. Donc nous on dit aux députés, si vos amendements ne sont pas adoptés, eh bien votez contre cette loi. On va aller, ça marche là? Ah oui, on a l'habitude de faire. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus à cette heure pas très favorable, à 14h devant l'Assemblée nationale, pour un moment qui est important pour ceux qui défendent la liberté, parce qu'ici on n'est pas forcément que des militants de l'euthanasie, on est d'abord des militants pour la liberté et l'ultime liberté. On nous présente un texte qui soi-disant était un texte de consensus. Eh bien c'est très réussi, puisqu'aujourd'hui toutes les religions s'opposent à ce texte, les anti-euthanasie, anti-mariage, anti-tout s'opposent à ce texte, et chez les médecins il y a un grand débat, et plein de grands professeurs de médecine aujourd'hui viennent de dire qu'ils étaient contre ce texte-là. Et puis bien sûr nous, qui défendons la liberté, nous sommes évidemment contre ce texte s'il n'est pas amendé. C'est quand même la première fois, c'est comme si on réunissait dans la rue pour la première fois les patrons et les ouvriers furieux d'une loi, et c'est quand même la première fois que ça arrive. Ce texte est un texte bâclé, 37 pages, rapports et propositions de loi faites. Je vous rappelle, c'est la mouture numéro 3 de la loi Leonetti. Dans la mouture numéro 2, il avait fait un rapport de 1003 pages. C'est dire qu'on a voulu faire un texte rapidement pour satisfaire tout le monde, et au résultat, on ne satisfait personne. On nous a dit qu'il y avait deux grandes innovations. La sédation terminale, ça existe déjà. On sait que ça peut répondre à des situations, mais que ça peut être terrible, que ça peut durer des jours et des semaines. Et quand on nous disait qu'on ne souffrait pas, moi je suis très content, parce que M. Leonetti passe son temps à nous dire qu'en sédation on ne souffre pas. Son grand ami, M. Aubry, vient de dire dans Le Monde qu'il n'y avait bien sûr aucune étude scientifique, et qu'on ne savait pas si les gens souffraient ou pas. Ça, il faut aussi peut-être un peu le dire, que ça correspond à des gens et ça ne correspond pas à d'autres. Et puis surtout, ce monstre juridique qu'on veut nous faire avec les directives anticipées. Il n'y aura plus qu'un seul modèle maintenant. Vous imaginez, vous qui avez écrit des directives anticipées, je ne sais pas quelles seront les mesures transitoires, elles seront plus valables, il faudra les refaire dans un modèle unique. C'est quand même pas faciliter et aider à faire des directives anticipées. Et puis surtout, il y aura deux exceptions. La première, l'urgence vitale. Et moi je le dis à ceux qui sont médecins, faites attention, parce que demain, si vous réanimez quelqu'un qui a écrit dans ses directives anticipées qu'il n'aurait jamais voulu être réanimé dans ces conditions-là, qui se retrouve par exemple dans la situation de Vincent Humbert, eh bien lui ou sa famille poursuivront les médecins en justice. Et puis, manifestement inapproprié. Quand on l'a dit au début, tout le monde rigolait de nous. Sauf qu'aujourd'hui, on a des grands juristes, des grands magistrats de la Cour de casse qui nous expliquent les uns après les autres que c'est un terme qui n'existe pas en droit, qui va poser plein de problèmes. Donc, globalement, ce texte est un texte que nous, on souhaite qu'il soit rejeté, sauf si les amendements d'un certain nombre de parlementaires, et il y en a ici, bien sûr, Véronique Massonneau, que vous connaissez, bien sûr, Jean-Noël Carpentier, tout à l'heure, Bernard Roman était avec nous, et normalement, d'autres parlementaires, comme Olivier Falorni, comme Sandrine Massier, nous ont dit qu'ils passeraient pendant notre manifestation. Donc, si ces amendements sont adoptés, c'est très bien, ça va enfin dans le sens de mettre celui qui meurt au centre, parce que qu'on arrête de nous dire que c'est un texte fait pour les patients. C'est la même logique que la loi Leonetti 1, la loi Leonetti 2, la loi Leonetti 3, c'est encore une loi pour les médecins et par les médecins, et le patient n'est pas au centre de la décision. Si leurs amendements passent, eh bien c'est fantastique, on sera heureux, et on est derrière eux aujourd'hui. On va suivre les débats avec intérêt. Si ça passe pas, nous on leur dit arrêtez de permettre à M. Leonetti de dire que ces lois passent dans le consensus, parce que cette loi qui a fait le consensus soi-disant en 2005, on voit le résultat aujourd'hui. Donc nous on leur demande, si vos amendements ne passent pas, votez contre cette loi. Voilà. Donc il y a ici un certain nombre de personnes qui sont ici. Je vais leur donner la parole. Je remercie aussi aux mouvements qui ont appelé aujourd'hui à voter, les jeunes verts, les jeunes radicaux, la libre pensée qui est derrière moi, et j'en oublie, la fédération des crématistes. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, il faut se mobiliser. Plus que jamais, il faut que vous écriviez à vos députés. Et je vous dis
même si cette loi, malheureusement passée telle qu'elle, ça ne durera pas longtemps, elle explosera juridiquement très vite et comptez sur la DMD pour faire des recours juridiques, pour faire des questions préjudicielles de constitutionnalité, et avec toutes les affaires qu'on va avoir dans les mois qui viennent, je peux vous dire qu'ils seront obligés de faire cette loi. Et puis, ceux qui voulaient enterrer ce débat, eh bien ce débat, si jamais on ne change rien, jusque la présidentielle, ils auront le débat de la question sur la fin de vie comme un sparadrap, parce que ça ne s'arrêtera jamais. Je peux vous dire que la DMD, c'est 61 000 adhérents. Ils n'arrêteront pas dans les mois qui viennent, et ceux qui veulent enterrer ce débat, ils verront. Et ceux qui ont pris des engagements, et je le dis à ces députés, qui nous ont promis des lois pendant les campagnes, on saura s'en rappeler, parce qu'on n'est certes pas un parti politique, mais on est une association, et les promesses qui sont faites, elles n'engagent pas que ceux qui les reçoivent, mais maintenant, les parlementaires, eh bien, nous allons déjà publier la liste de ceux qui ne veulent pas voter ces amendements-là. Ce sera fait dès demain soir quand on saura la liste, parce que voilà, on est des citoyens, engagés, et on en a marre on se moque de nous. Donc mobilisons-nous jusqu'au bout, et je donne la parole à Véronique. Allez, je suis à côté de toi. Merci Jean-Luc. De Hollande aussi. Moi, je voulais déjà remercier tous ceux et toutes celles qui sont venus aujourd'hui soutenir les députés qui vont... Je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui sont venus aujourd'hui d'abord dire leur colère face à un texte qui est un ersatz de texte sur la fin de vie. Je remercie toutes celles et tous ceux qui sont venus nous soutenir aujourd'hui, qui sont venus dire leur colère face à cet ersatz de proposition de loi. Vous savez qu'il y a un mois et demi, on en a déposé une autre, le groupe des écologistes, qu'elle était complète, qu'elle correspondait à ce que vous vouliez et qu'elle était renvoyée sans tambour ni trompette, enfin presque pas, en commission, parce que justement une nouvelle proposition de loi arrivait à l'Assemblée nationale. Moi ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons réussi à déposer de très nombreux amendements, parce que c'est le grand piège, c'est que les personnes qui ne connaissent pas le sujet pourraient être séduites par la loi qui est proposée aujourd'hui. Or, si on regarde précisément tous les articles, il y a énormément d'ambiguïté. Donc, de nombreux socialistes ont signé les mêmes amendements. Ils sont 120, presque tout le groupe radical et tout le groupe des écologistes. Donc, nous sentons que nous sommes en train de les faire frémir. En tout cas, ils sont inquiets. Et je peux vous assurer que nous allons nous battre jusqu'au bout. Merci. Mesdames, messieurs, bonjour. Écoutez, je suis ravi d'être là. Merci à toi, Jean-Luc, et à tous les militants. Vous dire simplement que le bon sens populaire, eh bien, il est là cet après-midi. Parce que ce qu'on souhaite, ce que vous souhaitez, ce qu'on souhaite des dizaines et des dizaines de députés qui ont déposé des amendements, c'est de faire en sorte de rajouter des droits nouveaux qui nous permettent d'avancer dans ce débat qui, vrai, n'est pas simple, qui est complexe, mais la question qui nous est posée, c'est d'obtenir des droits nouveaux pour choisir sa mort. On veut retirer à personne son choix, et donc tout simplement, c'est un droit supplémentaire. C'est en cela où la parole populaire, le bon sens, et on le voit bien dans les témoignages, eh bien ce bon sens gagne, avance, y compris chez les députés. On a fait le calcul, on est majoritaire au sein de la majorité, mais c'est un débat gauche-droite, c'est un débat qui doit heurter les consciences bien évidemment et permettre d'avancer dans une société plus humaine, une société plus solidaire, une société qui respecte les droits humains. C'est cela qui doit nous permettre de nous rassembler, c'est cela qui doit permettre de rassembler la nation. Je vous remercie et bravo pour votre combat à tous. Les Verts, Europe Écologie Les Verts. Juste pour vous dire qu'au nom d'Europe Écologie Les Verts, on soutient évidemment votre mouvement et on soutient le droit de mourir dans la dignité. Et le droit de mourir dans la dignité, ça porte deux noms. C'est très simple, c'est le suicide assisté et l'euthanasie. Il faut que ce soit dans la loi, ces deux termes doivent être dans la loi. Et donc que nos parlementaires qui discutent cet après-midi nous entendent très fort, parce qu'il n'y a pas de liberté réelle sans ces deux termes dans la loi. Et donc il faut absolument qu'ils y soient à la fin des débats. Merci Sandrine.
Alors nous avons à nos côtés un certain nombre de membres du comité de soutien de la DMD, Irène Franck que je salue, et bien sûr Noël Châtelet qui va nous dire un mot. Alors si vous pouvez un tout petit peu... C'est dommage quand même, parce que là vous ne mourriez pas dans la dignité, mais dans la souffrance. Pourquoi faut-il aller en Chine dans vos Christians? Pourquoi ne pas écouter ce pays où l'aide aux civils, l'aide à l'islamisme, le salafisme pratique sans dérive? Pourquoi on ne prend pas le temps la plupart des jours à 90 ans en prévenant ses enfants, en faisant l'apprentissage Donc j'ai déménagé.